Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin. Ça fait un petit bout de temps qu'on vous entendait moins et puis vous revenez. Certains vous prêtent même des ambitions présidentielles. Alors soit pour vous, soit pour d'autres à qui vous donneriez le bon logiciel. Jean-Marc Jancovici, vous êtes un ingénieur spécialisé dans l'énergie, le climat. Vous êtes consultant, conférencier et vous êtes à la tête du Shift Project. Il y a la fast fashion. Il y a la fin des ZFE, il y a peut-être la fin du tout électrique, en tout cas c'est ce que nous disent les fabricants d'automobiles, il y a la fin de l'ambition d'une industrie verte, ou en tout cas un changement de stratégie dans la plupart des très grosses entreprises, il y a le retour des néonicotinoïdes, il y a la fronde des entreprises contre les normes écolo. Est-ce que finalement l'écologie c'est pas en train de passer de mode ? Il vaudrait mieux pas. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle des problèmes à résoudre, ils passent malheureusement pas du tout de mode, puisque pas plus tard qu'il y a quelques minutes sur cette antenne, vous avez parlé d'une averse de grêle ou plus exactement d'un épisode de grêle qui avait fait des gros dégâts. Par exemple, alors en France, l'étude scientifique n'a pas été faite, mais aux États-Unis, on a montré que le réchauffement climatique augmentait la taille des grêlons. Oui, donc ça passe pas du tout de mode. Ce qui peut éventuellement passer de mode, c'est l'attention qu'on y accorde. Mais ça, c'est comme, je sais pas, si quelqu'un qui a un problème, de temps en temps, il pense un peu moins, ça veut pas dire que le problème n'existe plus. Donc le problème est là, les solutions simplement un peu moins. Les limites planétaires sont bien là et elles se renforcent chaque jour. Ce qui peut éventuellement, en ce moment, être ressenti, enfin moi je le décris comme ça, c'est une forme de confusion. C'est-à-dire qu'on a cet éternel débat fin du monde, fin du mois, avec des difficultés à faire se rejoindre la préoccupation environnementale et la préoccupation sociale, par exemple, ce qu'on a vu dans les ZFE, la préoccupation économique et la préoccupation environnementale aussi. Alors sur les normes pour les entreprises, par exemple, c'est ce qui est mis en avant. Ne mettez pas de normes parce que ça nous empêche de faire des affaires. Moi, je ne pense pas que les normes environnementales empêchent les clients de venir, vous voyez, par exemple. Donc c'est pas parce qu'on va demander aux entreprises de faire un rapport en moins que les clients vont se précipiter. Je pense que c'est deux problèmes totalement disjoints. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que on est en train de rentrer un peu plus dans le dur. Mais moi, ça m'étonne pas du tout. Parce que c'est ce qui doit normalement se passer quand on ne s'occupe pas des problèmes. Et une fois qu'on est un peu plus dans le dur, on a tendance à se dire justement, ce qui cause les problèmes, on va quand même moins s'en occuper parce qu'on a la tête ailleurs. Mais c'est une forme d'illusion d'optique. Une illusion d'optique, mais je vais quand même rentrer dans le dur, en effet, et rattraper par la patrouille, comme vous dites. Vous plaidez par exemple pour le durable, vous plaidez pour une consommation durable. Pour le fait, par exemple, de prendre moins l'avion, vous avez même avancé le chiffre éventuellement de 4 vols par vie et par habitant. Et dans le même temps, la fast fashion, qui est aujourd'hui à la une de l'actualité, puisque les sénateurs vont peut-être adopter une loi contre Chine et Temu notamment. La fast fashion, c'est que les consommateurs français, malgré tout, à un moment, ils préfèrent acheter un t-shirt à 5 € qui, certes, lui, aura pris l'avion. Donc certes, eux, peut-être moins, mais le t-shirt, lui, il aura pris l'avion. Toute la difficulté de cette affaire, c'est de faire se rejoindre l'environnement et l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut avoir des gestes qui sont, entre guillemets, vertueux pour l'environnement, il faut bien comprendre que vertueux pour l'environnement, in fine, c'est vertueux pour nous-mêmes. Sans environnement, vous et moi, on mange pas. Vous et moi, on n'a pas d'activité. Je veux dire, l'environnement, c'est notre planète. Il n'y en a pas d'autre habitable dans le système solaire. Il n'y en a pas d'autre habitable nulle part. Et de toute façon, même s'il y en avait une habitable ailleurs, on ne déménagerait pas l'humanité dessus. Et c'est notre maison commune. Donc c'est le fameux il n'y a pas de planète B. Oui, et c'est surtout notre maison commune. Je veux dire, si on est là aujourd'hui dans ce studio, c'est parce que on a un environnement qui nous a été favorable, bourré de ressources naturelles, qui nous permet simplement de respirer, de manger, etc. Il faut bien comprendre que sans environnement, on handicape très fortement toutes nos autres activités, enfin sans environnement en bon état, j'ai envie de dire. C'est ça qui nous a fait. Donc l'idée qu'on puisse séparer les deux, et qu'on puisse mener nos activités ordinaires, j'ai envie de dire, produire, acheter, etc., dans un monde dans lequel on ne s'occupe pas de l'environnement, c'est une illusion d'optique. Mais ça veut dire qu'on fait quoi ? Typiquement, là, vous seriez sénateur, vous interdiriez... Alors, il s'apprête peut-être à interdire les publicités sur la fast fashion, comme on dit, voire même peut-être à taxer, rajouter 10 € peut-être par colis qui viendrait de Chine ou de Temu. Est-ce qu'il faut carrément interdire... Ce qui illustre cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à orienter les activités économiques en fonction de leur pression sur l'environnement. C'est-à-dire que comme l'environnement vaut rien par convention, dans les activités économiques, quand vous achetez quelque chose, en fait, ce que vous payez, ça n'est que des revenus humains.
Le prix de ce pull, ça n'est que des gens qui ont travaillé pour construire l'usine, pour faire pousser, pour élever les moutons, etc. Mais ça n'est absolument pas la nature. À aucun moment on la paye. Donc aujourd'hui, on réussit pas à faire se rejoindre la question économique et la question environnementale. Ce qu'il faudrait faire effectivement pour pas que la fast fashion déferle sur nous, c'est tout simplement que les vêtements coûtent plus cher. Donc c'est une question de prix. Oui, enfin à un moment c'est une question soit de prix, soit de réglementation. Mais la réglementation reviendrait à dire tel ou tel type de procédé de fabrication ou tel etc. C'est interdit. Et Jean-Marc Jancovici, le recyclage, est-ce que recycler ces produits, ça pourrait être une réponse ? Alors recycler, ça évite pas les émissions de fabrication. Quand vous fabriquez un vêtement à partir de recyclé, quand vous y arrivez, parce que tout ce qui est composite, par exemple, vous savez, tous les vêtements sur lesquels il y a marqué X% coton, X% polyester, etc., en fait, c'est très difficile à recycler parce qu'il faudrait séparer les matériaux qui sont dans votre vêtement, et ça, c'est quasiment infaisable. Donc déjà, tout ce qui est hybride, vous recyclez pas. Et pour les matériaux qui sont purs, le recyclage, c'est pas toujours très facile à faire. Et surtout, les vêtements qui sont fabriqués à l'étranger, ils seront jamais fabriqués avec des fibres qui vont être recyclées en France. Donc on fait quoi ? On augmente le prix. Donc si on veut, il faut qu'on arrive à se dire collectivement que c'est pas très grave si on a une garde-robe un peu moins garnie. C'est ça, à la base, c'est ça. Au fond, pour vous, quand vous dites 4 vols, par exemple, dans une vie, c'est combien de t-shirts, combien de pulls ? Est-ce qu'il faut en arriver là ? Ça, j'ai pas fait le calcul. Il fut une époque où on en avait beaucoup moins. 4 jeans dans une vie. Je veux dire, moi, il y a un exemple que je prends souvent, c'est que mon père, qui était prof de fac, donc pas vraiment un pauvre, je me rappelle très bien que quand j'étais enfant, il avait des vestes qui étaient rapiécées au coude. Donc mon père qui était prof de fac, 4 supérieur, à l'époque où j'étais enfant, on jetait pas un vêtement qui avait un trou au coude. Donc c'est même pas une question d'argent, c'est une question de consommation, de mode de consommation. L'un va avec l'autre. Il faut bien voir que le prix réel d'un vêtement aujourd'hui, il doit être 50 à 100 fois inférieur à ce qu'il était il y a un siècle. La fin des ZFE, Jean-Marc Jancovici, la fin des ZFE, est-ce que c'est un drame absolu ou est-ce que c'est une réponse au fait que un certain nombre de Français se sentaient exclus? Alors c'est un coup de balancier excessif dans l'autre sens. Après un coup de balancier, on a commencé par dire on va régler le problème de la pollution locale en interdisant l'accès. Il y avait d'autres moyens de régler, ou plus exactement... L'excès de zèle écolo a entraîné un rejet. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Souvent, la politique publique, c'est des balanciers, vous savez. Ça va d'un côté, puis ça revient de l'autre, puis etc. Donc là, on s'est dit, on va traiter le problème de la pollution locale en interdisant l'accès aux véhicules les plus polluants. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez donc qu'il fallait ni interdire avant, ni supprimer totalement les ZFE aujourd'hui? Alors, j'ai pas regardé le dossier des ZFE en détail, parce que c'est pas vraiment un problème de climat. Les ZFE, c'est un problème de pollution locale. D'accord, c'est un peu différent. On n'a pas fait ça pour limiter les émissions de CO2. On a fait ça pour limiter la pollution locale. Alors, il y a plusieurs manières de s'y prendre si on veut limiter la pollution locale. On peut interdire la vente des véhicules les plus polluants et puis attendre qu'ils sortent du parc. On peut interdire leur circulation. On peut renforcer l'incitation à remplacer son véhicule pour les gens qui en possèdent. Enfin voilà, on peut faire un cocktail de tout ça. Tout ça. C'est-à-dire que parallèlement à ce que devaient être les ZFE, les derniers budgets ont quasiment supprimé les aides à l'achat, par exemple, d'une voiture écolo. Le bonus écolo est devenu beaucoup moins incitatif. Alors sur le bonus et le malus, moi je pense qu'on a fait une erreur il y a très longtemps, qui était d'avoir supprimé l'impôt à la détention d'un véhicule, qui était la vignette. Il y avait un impôt qui était extrêmement écolo, qui était la vignette, et en fait on payait d'autant plus qu'on avait une voiture qui consommait beaucoup. On aurait très bien pu conserver ce système-là, et à ce moment ça aurait sur la durée dissuadé les gens de détenir une voiture qui n'avait pas les bonnes caractéristiques. De toute façon, ces choses-là doivent toujours être faites de manière progressive. Donc aujourd'hui, est-ce que vous vous désolez, j'ai pas très bien compris, si vous vous désolez de la fin des ZFE ou si vous vous dites de toute façon c'était pas forcément la bonne manière? Alors je ne suis ni l'un, encore une fois, j'ai pas vraiment regardé. Vous estimez que c'est trop local? J'ai pas vraiment regardé. Ce qui est sûr, c'est que l'idée de baisser la pollution automobile est une bonne idée, mais il y a plein de moyens. Enfin, comment dire, il y a plein de moyens d'y arriver. Par exemple, quand vous construisez des pistes cyclables et que une fraction croissante des gens se mettent au vélo, vous diminuez la pollution. De fait.
Vous pouvez avoir une mesure qui n'est pas une mesure tout ou rien. Je veux dire, la ZFE, c'est tout, c'est-à-dire vous interdisez toute la zone. Vous pouvez interdire progressivement des axes à la circulation. Alors ça fait gueuler les gens, effectivement, mais c'est moins du tout ou rien. Et de toute façon, il faut toujours des alternatives. Donc en fait, la question, c'est à partir du moment où on interdit la circulation à certaines catégories de véhicules, c'est quelle alternative on propose à ces gens-là. Alors est-ce qu'on leur dit, vous avez qu'à changer de véhicule ? Mais à ce moment, on sait très bien qu'il y a une partie des gens pour lesquels c'est difficile. Ou est-ce qu'on leur dit autre chose? Et encore une fois, c'est un dossier local. Donc moi, j'ai pas regardé ça de près. Tout ce que je sais, c'est que dans tous les cas de figure, il faut des alternatives. Est-ce qu'il faudra sortir de la voiture quand on voit de toute façon que la vente des véhicules neufs est en chute libre? Ça, c'est juste une question de temps, vous savez. C'est une question de temps. Mais pour vous, on y arrivera. Je veux dire, je sais pas si ça va prendre 50 ans, 2 siècles, ou etc. Mais c'est une question de temps. Alors, pourquoi est-ce que je dis c'est une question de temps? Ou plus exactement, c'est une question de temps avec 1,5 milliard de voitures sur Terre et 40 millions de voitures en France. D'accord. Ça, c'est une question de temps parce que c'est très difficile de conserver des véhicules d'1,5 tonne par personne avec une énergie pas chère dans un monde dans lequel il y aura plus de pétrole et plus de gaz et plus de charbon. D'accord. Ça va être très difficile de toute façon. Donc, de toute façon, on va vers un monde avec moins de voitures. Ça, c'est absolument certain. Et c'est là que je disais de temps en temps, c'est là que je disais, pardon, on va être rattrapé par la patrouille si on ne le fait pas délibérément. Il faut savoir qu'en Europe, l'approvisionnement pétrolier est déjà contraint à la baisse depuis 15 ans. Déjà. Et ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché automobile en Europe, moi, me surprend qu'à moitié. C'est-à-dire la chute vertigineuse des ventes d'automobiles, pour vous, ça n'est que logique? C'est pas étonnant compte tenu de l'évolution de fond qui est celle qu'on subit en Europe. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de se battre, il faut arrêter non, de se battre. Il faut jamais arrêter de se battre. Par contre, il faut pas se battre pour des illusions. C'est-à-dire qu'il faut pas courir derrière des objectifs qui sont physiquement pas atteignables. C'est-à-dire, vouloir absolument maintenir coûte que coûte une industrie automobile qui, de toute façon, est vouée à disparaître. Non, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi, mais on le fera pas avec les règles du jeu actuelles. C'est quelles règles du jeu qu'il faut désormais? Il faut refaire du protectionnisme intelligent. Si on veut avoir de l'industrie automobile en Europe, étant donné, et en particulier en France, étant donné que les coûts de production sont supérieurs parce que la main-d'œuvre coûte plus cher, il faut après se protéger fatalement contre les importations qui coûtent moins cher. Si on veut fabriquer des voitures électriques en Europe, il faut d'abord commencer par se mettre au niveau technologique des Chinois qui ont pris beaucoup d'avance. Peut-être qu'il faut faire des transferts de technologie dans l'autre sens. C'est-à-dire il faut dire à BYD, OK, vous vendez en Europe à la condition que vous fassiez des transferts de techno. Parce que maintenant, ça devrait aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on a fait beaucoup de transferts de technologie auprès des Chinois. Il faut maintenant qu'ils fassent l'inverse. Ça pourrait être un truc à regarder, puisque maintenant, ils sont en avance sur nous. Ils font des voitures plus écolos, sauf qu'elles viennent en avion. Alors ils sont pas. Non, les voitures viennent jamais en avion. Non, pas en avion. Mais elles font des kilomètres, quoi. Elles viennent en bateau. Oui, non, c'est pas le transport de la voiture qui est le sujet. C'est plus la fabrication de la voiture, parce que comme la batterie, c'est très électro-intensif pour fabriquer une batterie, avec de l'électricité au charbon chinoise, même si elle est de moins en moins au charbon, parce qu'ils font de plus en plus d'autres choses. Les émissions de fabrication de la batterie sont bien supérieures à ce qu'elles seraient si on la fabriquait en France. Jean-Marc Jancovici, ces pannes géantes qui ont eu lieu en Espagne, au Portugal, qui ont plongé le pays pendant plus de 24 heures, parfois dans le noir. Comment vous avez vécu ça, vous qui dites qu'à un moment ou à un autre, on sera dans une finitude, dans une limite? Oui, alors une finitude, ça ne veut pas dire qu'on a une panne électrique géante nécessairement. La finitude, pour moi, c'est plutôt qu'il faut s'habituer à consommer moins. On n'a pas encore l'origine de la panne, sauf erreur de ma part, sur ce qui s'est passé en Espagne. Par contre, ce que ça démontre de manière... Il y a deux enseignements qu'on peut en tirer. Le premier, c'est que ça montre l'extrême dépendance de notre monde moderne à l'électricité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais ça a le mérite de nous le rappeler. On est aujourd'hui dans un monde dans lequel, sans électricité, vous payez plus, vous avez plus de système de transport, vous n'avez plus, il se passe tout est bloqué, quoi, d'accord. Bon. L'économie s'arrête et une bonne partie de la vie s'arrête également. Alors, quand ça ne dure que 24 heures, c'est pas très grave. Si ça devait durer beaucoup plus longtemps, ça serait beaucoup plus ennuyeux. La deuxième chose intéressante à savoir, c'est que le réseau n'a redémarré que parce qu'il y avait des moyens pilotables disponibles. Donc des centrales à gaz et des centrales hydroélectriques. Donc il a fallu faire appel à des vieilles technologies. Des technologies pilotables. Voilà. Donc ce que ça montre, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir redémarrer un réseau avec des technologies pas des modes de production pas pilotables. Voilà, ça c'est un autre enseignement. Et quand vous dites on ne sait toujours pas effectivement l'origine de la panne, ça vous paraît normal ça qu'on puisse avoir une panne de cette ampleur? Et sans savoir d'où elle vient? Je suis pas suffisamment spécialiste des réseaux électriques pour vous dire oui ou non. Donc je fais comme tout le monde, j'attends. Je pense qu'on finira par savoir un jour. Mais c'est assez surprenant tout de même de cette ampleur-là.
Oh bah vous savez, des réseaux qui se cassent la figure, non, ça arrive de temps en temps. Il y a eu une très grosse panne au Texas, rappelez-vous, à cause d'une tempête de neige il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans. 2 ans. Donc de temps en temps, ça arrive, ce genre de choses. Il faut espérer que ça arrive pas très souvent. Et là, il faut comprendre pourquoi c'est arrivé avant d'en tirer des conclusions. Jean-Marc Jancovici, vous avez parlé d'un problème d'allocation des ressources, le fait qu'on mette tant d'argent, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Je trouve ça assez contre-intuitif, parce qu'on se dit que l'intelligence artificielle, c'est précisément une manière de dépasser les seules ressources physiques. Et non. Pourtant, vous dites pas du tout, tout miser sur l'intelligence artificielle, c'est une erreur. Non, dépasser les ressources physiques, c'est par définition impossible. Donc l'intelligence artificielle, elle permettra pas de violer les lois de la physique, jamais. Alors moi, ce que je dis, c'est que c'est une mauvaise allocation des priorités. Aujourd'hui, on a des problèmes, par exemple, qui sont d'adapter l'agriculture au changement climatique. Ça, c'est un problème important. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va faire grand-chose là-dedans. On a le problème dont on vient de parler, d'assurer que des gens qui n'ont pas énormément de moyens continuent à avoir la possibilité de se déplacer. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va changer grand-chose à ce problème. On a une affaire de relocalisation de production industrielle essentielle en France. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux faire des batteries dans ce pays? Je suis pas sûr. On a un sujet sur la performance thermique des bâtiments, par exemple. Pour un élément de souveraineté pour nous, c'est de moins consommer de fuel et de gaz dans le chauffage des bâtiments. C'est vraiment un élément de souveraineté puisqu'on apporte tout. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux faire ça? Je suis pas sûr. On a une forêt qui commence à être attaquée de plus en plus par le réchauffement climatique, qui couvre quand même 1/4 de la superficie de ce pays. En fait, on se fait plaisir avec l'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est un truc de riche? Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un truc qui fascine les urbains, qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir rester dans un mode de vie urbain confortable, dans un monde dans lequel un certain nombre d'éléments physiques ou biologiques, justement, partent à volo. Et que l'intelligence artificielle, ça va permettre de résoudre des problèmes qui, en fait, sont des problèmes, oui, alors je dis parfois de manière provocante, de riches. Quand vous regardez qui sont les gens qui sont très moteurs derrière l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des gens américains, avec une hubris totalement... un péché d'orgueil. Oui, on n'est pas très loin de ça. Alors, je dis pas que derrière, il va pas y avoir des applications pertinentes dans l'eau. Mais même quand vous regardez, par exemple, quand on regarde les bénéfices pour la santé, en fait, les bénéfices pour la santé d'une consommation plus modérée de sucre, de graisse et de plus d'exercice seraient considérablement supérieurs à ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle. Et plutôt moins cher. Et ça serait, à mon avis, par ailleurs, un truc qui mettrait plutôt les gens de meilleure humeur. Donc, Vous avez vu, Jean-Marc Jancovici, que l'ONG écologiste Greenpeace a enlevé Emmanuel Macron, a enlevé la statue de cire d'Emmanuel Macron du musée Grévin pour faire ensuite un happening devant l'ambassade de Russie. Est-ce que vous estimez que ce genre de mode d'action écolo aujourd'hui sont encore utiles? J'ai envie de dire, avec tout le respect que je dois à tous ces braves gens, que c'est anecdotique tout ça. Ce qui compte, c'est beaucoup plus le travail de fond, parce que c'est pas le fait d'enlever une statue de cire qui va résoudre les problèmes que je viens d'évoquer juste avant. Si on veut savoir, par exemple, quoi faire pour assurer la mobilité des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent dans un monde sans pétrole, c'est pas en enlevant une statue de cire qu'on y arrive. Pour ça, il faut travailler, il faut regarder quelles sont les possibilités de s'organiser, etc. Donc, j'estime, sans vouloir opposer les associations, que ce qu'on essaye de faire au Shift Project, en réfléchissant sur des projets un peu de fond, et de voir comment on arriverait à s'organiser et à planifier la sortie des énergies fossiles, c'est un travail qui sera plus utile à la collectivité. Il y a une autre question d'ailleurs écologiste qui est à la fois la question de prendre l'avion, la question de la consommation de viande et parfois aussi le fait d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas avoir trop d'enfants? Si je vous dis ça, vous allez me sauter dessus, non? Non, justement, je voudrais vous écouter. Pour moi, c'est trop tard, j'en ai déjà 4. Mais... non, je me mets pas tellement sur ce terrain-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère que vous avez peur de moi? Oui, très. D'accord, mais c'est pas la seule raison. C'est vrai que vous êtes excellente en jiu-jitsu, donc c'est pour ça que vous n'avez pas peur d'affronter Teddy Riner dans pas longtemps. Mais... Tout à fait. Donc non, c'est pas du tout à cause de ça. C'est parce que je pense que là, on est sur le terrain des valeurs morales et de l'éthique et que j'ai rien à dire là-dessus. On n'est pas, voilà. Si je me place d'un strict point de vue environnemental, d'abord, de toute façon, le fait est qu'aujourd'hui, les gens font de moins en moins d'enfants. Donc j'ai envie de dire, si je considère que là... en Occident. Oui, mais disons en France, en Espagne, en Allemagne, quoi. Oui, en Chine aussi. Il y a plein de pays dans lesquels la démographie diminue.
Et donc le sujet, et par ailleurs, quand on regarde les échelles de temps, c'est-à-dire il nous reste 20, 30 ans pour régler un certain nombre de grands problèmes, le fait qu'on doive les régler à 7, à 8 ou à 9 milliards d'individus sur Terre va pas beaucoup changer les choses. Donc c'est pas une priorité. Donc, vous vous en sortez bien. Donc j'ai envie de dire, de toute façon, quand bien même je dirais, moins on est nombreux, plus le gâteau est facile à partager, de toute façon l'évolution est en cours, enfin dans les pays occidentaux. Et deux, la révolution qu'il faut faire dans les quelques décennies qui viennent dépasse de toute façon cette question-là. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Je vous sentais très prudent sur cette question, mais au fond je me dis, vous avez souvent dit combien de vols d'avions, quoi manger. Vous voyez le calcul que j'ai fait en disant si on veut que l'aviation prenne sa part, c'est un calcul que j'ai fait, c'est pas une proposition que j'ai fait. Hein. Si on veut que l'aviation prenne sa part à la lutte contre le changement climatique, d'ici quelques décennies, ça nous amène à 4 vols dans une vie. Qu'on soit 7, 8 ou 9 milliards sur Terre, c'est le même ordre de grandeur. D'accord, ça ne changera pas énormément. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.